Je vais recommencer parce que nous avons quand même un petit poil de retard. J'espère que vous êtes bien sustentés. Nous allons continuer cette partie 4 en accueillant Madame Katell Heinrich, qui va nous illustrer son sujet, voir, subir et verbaliser la violence avec le cas du mousse Joseph Boger. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous embarquer avec moi pour vous parler d'une affaire criminelle concernant le navire La Georgette qui est conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique et qui s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de mon mémoire intitulé Les mousses et la violence à bord, les procédures criminelles de l'amirauté de Nantes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc, parmi les 12 procédures criminelles que j'ai eu la chance de consulter, celle-ci s'est imposée car elle révèle un large panel des violences systémiques que l'on peut retrouver à bord des navires à la fin de l'Ancien Régime. Avant de vous évoquer ces violences, j'aimerais déjà vous donner bien sûr quelques éléments de contexte. Alors la Georgette, c'est un navire négrier qui est armé à Nantes en juillet 1788 pour effectuer la traite vers la côte d'Angole. Alors je vous ai mis une carte juste ici pour vous représenter la côte d'Angole. C'est le tracé rouge, donc en bas à droite de la carte, et qui correspond aujourd'hui à la côte de l'actuel Angola ainsi que celle des deux Congos. Alors, le navire, la Georgette, finit tout de même par revenir à Nantes en mai 1789 avec un bilan plus que tragique, puisque sur les 34 marins embarqués initialement à bord, 17 ne sont pas revenus. Donc c'est la moitié. Forcément, cette forte mortalité va alerter les familles ainsi que l'institution, c'est-à-dire l'amirauté de Nantes. Et en juin 1789, soit un mois plus tard, 3 familles de marins portent plainte pour violences ayant entraîné la mort contre 4 officiers majors, dont le capitaine Jacques Le Breton, ainsi à l'encontre d'un officier marinier, en l'occurrence le maître d'équipage. C'est dans le cadre donc de cette procédure que le mousse Joseph Boger, disons-le comme ça, officiellement âgé de 14 ans selon les archives officielles, témoigne. Donc son témoignage nous est parvenu grâce à une pièce qui est appelée l'information. Il s'agit d'un recueil de dépositions qui est essentiel dans la justice d'Ancien Régime, puisque cette justice se base beaucoup sur les témoignages pour établir la preuve du crime. Donc, je vous propose sans plus tarder de nous interroger sur ce que signifie voir, subir et verbaliser la violence pour un mousse à bord d'un navire négrier à la fin de l'Ancien Régime. Pour commencer, nous évoquons la question de la maladie à bord. Parmi les pièces de la procédure criminelle figure un document. Il s'agit d'un procès-verbal général des gens de l'équipage morts dans le voyage. Donc, ce procès-verbal se montre sous la forme d'une liste impersonnelle, administrative, qui égrène les identités des marins décédés suivis d'un mot sec, fièvre bilieuse, fièvre tierce, colique, ulcère, scorbut, et ainsi qu'une date de décès. Cette piste, si elle nous permet de connaître donc les causes des décès, nous fait en revanche seulement entrevoir les souffrances incommensurables que ces marins ont vécues, ainsi que les conditions sanitaires d'un tel voyage. Puisqu'à cette époque, il faut bien le dire, embarquer pour la côte africaine expose à des risques sanitaires majeurs. La fièvre bilieuse que j'évoquais peu avant, par exemple, est un des symptômes d'un paludisme aggravé. Et lorsque l'on connaît aujourd'hui l'importante mortalité liée à cette maladie, je ne pense pas me tromper en disant que les chances de survie dans de telles conditions à la fin du XVIIIe siècle sont de l'ordre de 0%. Ensuite, il y a bien sûr les maladies liées à la navigation à proprement parler. Joseph Boger, dans sa déposition, nous indique que le nommé François Duval, second charpentier à bord, s'est donné un coup d'herminette dans la jambe. Donc, il s'agit d'un outil de menuiserie, une sorte de marteau incurvé, si vous voulez. Et qu'en plus de cela, ce charpentier, il avait déjà au préalable le scorbut. Alors, il faut savoir que le scorbut, qui est également appelé la peste du marin, est une maladie dont l'une des conséquences est la déficience immunitaire. Alors quand vous avez le scorbut, qu'en plus de ça vous avez une plaie dans le cadre de vie extrêmement fatigant et éprouvant pour le corps, cela provoque nécessairement, en tout cas quasi
systématiquement des infections qui ne se soignent pas, voire s'étendent, telles que la gangrène, et c'est le cas pour le charpentier, puisque Joseph précise ensuite que cet homme, avant sa mort, avoua la jambe mangée de gangrène. Notre mousse, donc vous l'aurez compris, est visuellement exposé au corps affaibli et fétide. Cependant, il ne va pas se contenter d'observer la maladie, il en subit bien sûr les conséquences. D'une part, il faut bien s'imaginer une chose, l'odeur pestilentielle des plaies et des corps malades. Je vous épargne l'entassement des esclaves dans la cale. De l'autre, la mort aussi de ses semblables, dont deux autres mousses, ils étaient trois embarqués à bord. Donc l'un est mort d'une fièvre, l'autre du scorbut, et hormis la peur que cela doit engendrer, celle de tomber malade, bien sûr, et de mourir à son tour, il se retrouve également le seul enfant à bord. Donc une forme de solitude que l'on s'imagine bien. Enfin, on l'a vu, Joseph Boger est capable donc de verbaliser les maladies en les nommant. Cependant, il est important de souligner que la justice d'Ancien Régime cherche avant tout à collecter des faits utiles à l'enquête. Ainsi, les émotions qu'il a pu ressentir ou tenter d'exprimer sont absentes de sa déposition. Son rôle se cantonne uniquement à rapporter ce qu'il a vu en lien avec la plainte déposée, donc c'est-à-dire des violences humaines. La maladie ne devient donc pour la justice qu'un facteur de contexte, une cause parmi d'autres des maltraitances exercées sur les marins, au mieux vraiment un fait aggravant pour les accusés. Donc nous arrivons justement aux violences humaines qui sont au cœur de la plainte et qui expliquent pourquoi cette affaire a laissé une trace dans les archives, me permettant de vous la raconter aujourd'hui. Donc il faut avant tout comprendre une chose, être malade en mer, c'est aussi paradoxalement s'exposer à la colère de la hiérarchie. Sur un navire négrier, un malade, c'est un obstacle, autrement dit, c'est un mauvais travailleur. Cette condition peut engendrer ce que l'on appelle notamment de la violence disciplinaire, c'est-à-dire l'usage de la force pour imposer l'ordre, maintenir le rendement et bien sûr empêcher toute forme de contestation. Notre mousse nous témoigne ainsi qu'un certain matelot nommé Arias, qui après plusieurs jours de plainte pour maladie fut, je cite, très maltraité par le maître d'équipage, accusé de faire le malade pour ne pas travailler. Donc derrière ces brutalités à l'encontre des malades reposent plusieurs stratégies. Bien sûr, dissuader les autres marins de feindre la maladie, éviter tout ralentissement du voyage pour préserver notamment le rendement, et surtout empêcher des révoltes, que ce soit d'une part une mutinerie de la part de l'équipage, mais aussi celle des esclaves qui peuvent en profiter dès lors qu'ils perçoivent une faiblesse de l'équipage. Plus globalement, la déposition du mousse Joseph Boger démontre qu'il a pu être témoin oculaire de 72% de violences physiques, 24% de violences psychologiques, 4% de violences verbales exercées sur 8 personnes différentes. Parfois, plusieurs formes de violence sont cumulées sur une même victime. Pour vous donner un exemple précis, Joseph Boger raconte qu'après avoir fait battre les matelots Benoît et Germain, le capitaine les fit asseoir sur le gardeau, autrement dit le cabestran, leur fit passer la barre de justice aux pieds, autrement dit les fers, les immobilisant en double et les laissa ainsi, selon sa mémoire, 48 heures. Lorsqu'ils demandèrent, ces matelots, à satisfaire leurs besoins, le capitaine ordonna qu'ils, je cite, fassent dans leur calotte, refusant de retirer leurs fers. De plus, durant leur immobilisation, il les frappa aussi à plusieurs reprises à coups de bâton. Donc dans cet épisode, on voit clairement d'une part la violence physique, avec les coups bien sûr, mais aussi la violence psychologique, notamment par la privation de liberté, mais également par l'humiliation de devoir se faire sur soi. Ce témoignage, il illustre ainsi l'extrême brutalité du commandement où les violences combinées servent non seulement bien sûr à punir, mais aussi à rabaisser les marins pour affirmer l'autorité de la hiérarchie, et là en l'occurrence celle du capitaine. Alors, Joseph Boger, il n'est pas seulement témoin de la violence disciplinaire à bord, il en est bien sûr également la victime. Les mousses sont souvent exposées aux brutalités des hommes d'équipage et ils subissent ces violences généralement sous couvert d'apprentissage. À bord, les châtiments les plus courants pour les plus jeunes restent les coups de fouet ou de corde, qui sont considérés donc comme des violences dites ordinaires dans le cadre d'une discipline, donc par conséquent acceptées, disons-le comme ça. Mais parfois, ces violences dépassent ce que l'équipage considère comme étant de l'ordre de l'acceptable, et c'est généralement dans ces cas-là qu'elles sont verbalisées, et
sans doute d'ailleurs la raison pour laquelle Joseph Boger nous rapporte ce qu'il a lui-même enduré. Donc, il raconte notamment que le chirurgien-major le maltraitait fréquemment. Servant à table, il lui planta un couteau à revers dans les fesses jusqu'à en faire sortir le sang. Alors peut-être s'agissait-il d'une punition pour un mauvais service ou plus simplement parce que Joseph était devenu la tête de turc, disons-le, du chirurgien. En mentionnant le sang, Joseph Boger cherche à nous montrer ici le caractère communément considéré par la population au XVIIIe siècle comme étant considéré comme excessif, une violence excessive. On peut, comme je vous l'ai dit juste avant, réprimander un mousse en lui donnant une fessée, ce qui n'est plus autorisé aujourd'hui. Par contre, faire couler le sang, ça, c'est pas acceptable. J'ai entendu. De plus, Joseph raconte aussi que le même chirurgien lui donnait donc des coups de poing dans les côtes, un coup de talon de soulier sur la tête, et ce dernier coup correspondrait à un épisode où le mousse aurait refusé de donner aux malades ce dont il aurait été nécessaire. Alors, il faut savoir que dans le cadre de leur profession, les mousses sont souvent chargés à faire, disons, des basses tâches, mais en tout cas nécessaires, nettoyer le pont, servir à table, et dans ce cas-là, aider le chirurgien à prendre soin des malades. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le mousse n'a pas évoqué lui-même qu'il avait refusé de servir les malades, alors qu'on l'a vu, il évoque bien qu'il s'est fait frapper pour ça. C'est dans la déposition du pilotin Pierre Louison que j'ai su que c'était parce qu'il avait refusé d'aider les malades. Est-ce que ce mousse comprend lui-même, est-ce qu'il fait le lien entre la violence qu'il a reçue de la part de chirurgien et sa faute professionnelle? Je pense que oui. Mais j'ai surtout une autre hypothèse pour laquelle il n'a pas mentionné justement que c'était parce qu'il avait refusé de servir les malades. C'est peut-être parce qu'il sait qu'aux yeux de la justice, cette faute professionnelle peut être vue, peut-être considérée comme étant normale d'être réprimandée. Et donc, ainsi, il a peut-être peur que son témoignage ne soit pas considéré comme crédible. Et c'est pas anodin, parce qu'un témoignage qui n'est pas considéré comme crédible est jugé comme étant irrecevable, et dès lors, elle est écartée de la procédure. Et on va le voir tout de suite, il n'avait plutôt pas intérêt à ce que la procédure n'aille pas au bout. En tout cas, quoi qu'il en soit, en racontant ces violences qu'il a vécues, il les montre, lui, qu'il les considère comme étant anormales. Donc, enfin, malgré la violence qui semble, dans ce cas-là, généralisée à bord, ce qui m'a frappé également, c'est que personne n'intervient. S'opposer à la hiérarchie, il faut le comprendre, c'est risqué aussi de devenir soi-même une cible pendant toute la durée du voyage. Et je ne vous parle pas d'un voyage de 2 jours, mais de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, être une cible n'est pas une partie de plaisir, mais pire encore, les personnes risqueraient, si elles s'opposent, de perdre leurs emplois, en tout cas de ne plus être recommandées pour embarquer à bord. Et il ne faut pas négliger l'importance du réseau dans la communauté légendaire. Cependant, malgré toutes ces violences, on ne peut pas non plus écarter le fait qu'il y ait des formes de solidarité, par des gestes de compassion, et plus rarement, comme c'est le cas ici, par des actions collectives en justice auprès de l'amirauté. De fait, cette solidarité, ici, elle s'exprime dans la verbalisation des violences qui ont été observées et subies à bord, mais également pour celles qui, dans une forme de continuum, se perpétuent à terre. Le capitaine et le second auraient rendu visite à la mère et au beau-père de Joseph Boger. Il était présent au moment de cette visite, pour tenter de l'intimider avant son témoignage. Alors, on le comprend en lisant plusieurs dépositions, dont celle du coq Jacques Boulet, que vous voyez à l'écran. Donc je vous la lis. C'est une partie, j'ai pris que la fin, comme ça vous voyez le début de celle de Joseph Boger, et vous voyez aussi
en même temps à quoi ressemble une information. Moussa Bor, et qui également que lui a signé pour déposer, pendant que le premier témoin et toi a déposé, lui a dit et aux autres témoins que son beau-père et sa mère lui avaient défendu de tout dire. Alors, dans une des autres dépositions des témoins qui relatent cet événement, on apprend même que le beau-père de Joseph Boger l'aurait même menacé de le battre s'il en disait trop. Cela montre également les enjeux de pouvoir. La famille de Joseph est liée au commerce portuaire. Ils sont négociants dans les ports. Ils pouvaient de fait craindre pour leur réputation. Il ne faut pas négliger l'influence des capitaines. Et pourtant, on le sait, on le voit, malgré cette intimidation psychologique de la part non seulement de la hiérarchie à bord, mais aussi au sein de sa propre cellule familiale, Joseph Boger il est quand même allé assez loin dans ses dénonciations. Il a même, s'il se l'est permis, en tout cas, c'est peut-être parce qu'il a été rassuré par les autres témoins, camarades du bord, venant eux-mêmes de déposer auprès de l'amirauté. Ou alors, si on écarte cette hypothèse que je pense déjà valide, cela est de sa propre initiative, il s'est rebellé et il n'a pas pris en compte cette intimidation. Si les autres témoins ont mentionné cet épisode de ce pauvre Joseph Boger intimidé par un capitaine et sa propre famille, c'est auprès de la justice et aussi sans doute pour le protéger. Du fait que son beau-père également aurait dit, et le capitaine, qu'il connaissait bien les juges. Et donc, en d'autres termes, il saurait ce qu'il leur avait raconté. Et en prenant l'initiative de raconter que non, ça ne se passe pas comme ça, déjà on s'oppose, on prend des risques, mais en plus ça apporte de la crédibilité à l'ensemble des témoignages. À tel point que le greffier a pris la peine de conserver ce petit épisode. Et ce qui fait qu'il ne le considère pas comme anodin. Il faut savoir que les greffiers font forcément des tris, et là je vous parle d'une ou deux dépositions, mais il y en a 17 en tout. Et c'est écrit à la main, c'est pas tapuscrit, donc on va à l'essentiel. En tout cas, cet épisode sur l'imposition du silence, une forme d'omerta dans cette communauté, peut également en partie expliquer l'absence de plainte pour fait de violence envers les mousses. Comme je l'ai dit, j'ai seulement que 12 procédures criminelles, et les seules fois où les mousses semblent directement victimes, puisque là on parle d'une victime indirecte, enfin, dans le cadre de la justice, ils sont morts. Voilà. Et aucune victime ne dépose plainte par sa propre initiative. Pour conclure, j'aimerais simplement dire que la procédure qui vient expliquer ma bande chronologique se clôture en 1790 par son jugement. Donc la procédure se termine à sa deuxième étape. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi elle se termine. Il y a plusieurs possibilités, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude. En tout cas, j'aimerais aussi vous dire autre chose, c'est que les mousses ne sont pas les seuls enfants à bord qui voient, subissent et témoignent de la violence sur les navires. Il y a également les novices, les volontaires et tous les autres apprentis. Et également, je tiens à le préciser, même si on sort un peu du cadre de mon sujet, les enfants esclaves. J'ai d'ailleurs un témoignage plus que marquant d'une esclave qui a subi de très graves violences à bord. Donc, tant d'histoires d'enfance particulières qui restent à écrire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Catel pour cette présentation. Je pense qu'on a tous très envie de s'engager dans la marine désormais. Nous allons commencer cette fois, si vous le souhaitez, par votre intervention. Ah oui, j'aurais bien voulu. 5 minutes. Bien, écoutez, pourquoi pas un brûle pour point. C'est une bonne. Merci pour cette présentation. Il est vrai que, vous le soulignez, 12 procédures, c'est très peu.
Je pense que plus que la violence que vous décrivez, qui est bien connue par l'historiographie pour le coup, qui a été bien documentée, en revanche, les 4 procédures dans le cadre des mousses ne l'ont pas été suffisamment, et c'est sans doute là que l'intérêt de votre travail est le plus marquant. Au-delà, je voulais savoir si vous aviez effectivement la possibilité de documenter un tout petit peu plus ce que l'on sait déjà sur ces violences à l'égard des mousses. Vous avez évoqué un certain nombre de choses. Il n'y a pas les violences sexuelles, par exemple. Pour continuer dans l'horreur, les jeunes garçons étaient effectivement victimes de violences sexuelles. Est-ce que ça, c'est documenté? Parce qu'on le rencontre dans beaucoup de littérature historique, mais pour le coup, sans forcément être exemplifié. Donc ça peut être intéressant que vous nous répondiez sur cette question-là. Et pour répondre simplement sur l'inaction au moment de la traversée à bord des navires, l'impossibilité de dire quoi que ce soit, tout simplement le premier qui se plaindrait serait accusé de mutinerie. Vous avez une hiérarchie qui est tout à fait verticale à bord d'un navire, on ose l'imaginer aujourd'hui, et il n'est absolument pas question pour qui que ce soit de se plaindre de quoi que ce soit. Sous peine effectivement d'être accusé de mutinerie, et là pour le coup, retour au port et la procédure à l'admirauté irait beaucoup plus vite que dans le cas du pauvre Baugé, parce qu'en l'occurrence, les mutineries sont réprimées avec force et violence également, puisqu'elles peuvent être punies de mort dans le cadre de l'Ancien Régime. Alors merci pour ces questions. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs mentions de violences sexuelles dans les récits, historiques notamment, mais en tout cas dans le cadre de mes procédures, j'en ai pas trouvé mention. J'ai cherché pas seulement dans les procédures criminelles d'ailleurs, j'en ai pas, malheureusement. Enfin, heureusement pour eux, bien sûr on s'entend, mais pourquoi mon intérêt spécifiquement sur cet aspect-là, c'est pour le coup, ça n'a jamais été documenté, mais c'est véhiculé par l'historiographie. C'est un cas assez intéressant. Alors, les questions de primates sexuels sont communes sous l'Ancien Régime. On a des tas d'exemples dans d'autres domaines. À bord des navires, c'est quelque chose qui est devenu commun dans l'historiographie, mais on a du mal à le documenter. Là, je vous posais la question. Ils sont tapés dessus, enfin, il y a tout un tas de punitions corporelles toujours plus subtiles les unes que les autres. Les violences sexuelles, en revanche. Alors, c'est ça. C'est rarement. C'est pas le genre de violence qu'ils vont aller raconter comme tel. On pourrait voir j'ai subi tel acte. Effectivement, on le comprend plutôt par des gestes. Par exemple, ce qui peut paraître anodin oui et non. C'est-à-dire que, comme je disais, notre mouche Joseph Baugé se dit qu'il se fait piquer sur les fesses. Par exemple, toute cette référence aux fesses, notamment, c'est assez fréquent, se faire fouetter sur les fesses, c'est assez fréquent également. Donc, est-ce que c'est de l'ordre d'une humiliation ou alors c'est de l'ordre d'un caractère plus sexuel? C'est une question à se poser, il est vrai, notamment Alain Quimbourtous l'expliquera mieux que moi dans sa définition qu'il a donnée du mousse dans les dictionnaires du fouet et de la fessée. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai lu bien sûr des historiens qui en parlent, mais étant moi-même incapable de le documenter avec certitude, ça reste assez difficile. Là où par exemple, c'est plus facile pour le témoignage d'un enfant esclave que j'ai trouvé, qui parle de viol et assez explicitement, c'est plus facile de le documenter parce que ça vient justement justifier pourquoi on voit une enfant moins chère. Ça paraît moins gênant de la communauté quand on rentre chez soi aussi. Donc voilà, on ne dit jamais rien qui n'est pas nécessaire plus tard, ou en tout cas qui n'est pas nécessaire. J'ai une question. Okay. Moi, c'est par rapport à ces procédures criminelles.
Je veux savoir, comment est-ce que tu fais méthodologiquement pour savoir si c'est pas un faux témoignage, par exemple? Parce que bon, alors, je remets pas en question le témoignage, mais par exemple, moi, quand je fais du babysitting avec mon petit cousin et qui me dit à ses parents que je le maltraite, alors c'est faux, hein, c'est faux. Mais voilà, c'est... T'as besoin de parler? Et il n'y a certainement pas de violence sexuelle, je tiens à le dire aussi. Mais voilà, c'est pour savoir comment tu fais pour définir que si c'est pas un faux témoignage, tout simplement. Excellente question, et ça pourrait même être un sujet complet. Là, je vous renvoie à Arlette Farge, dans Le goût de l'archive, qui justement elle-même travaille sur des procédures criminelles, et qui nous dit que la vérité, c'est une question importante à se poser, mais je ne suis pas une juge du XVIIIe siècle. Donc, je prends juste les faits comme ils me les sont énoncés, comme ils sont présentés, et comme elle le dit très bien Arlette Farge, c'est-à-dire que c'est en tout cas leur vérité ou une forme de vérité. La fiabilité d'un témoignage, bien sûr qu'elle est discutable. Il y a des conflits, des enjeux de pouvoir, etc. Mais la question la plus importante, c'est qu'en tout cas, ils n'inventent pas ces mots, ces maladies, ils les inventent pas, ces violences, ils les inventent pas. S'ils sont capables de les verbaliser, de poser des termes, c'est que d'une manière ou d'une autre, ça existe. Et que ça se présume. Après, en tout cas, lui, s'il présente ces violences, peut-être que forcément il exagère, couler le sang, etc. Bien sûr, on essaye de tirer un peu la pitié des juges. Évidemment, on essaie de les avoir en sa faveur, mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui sont au-delà de l'ordre de l'imagination, c'est-à-dire que s'il est capable de se dire que c'est des violences, soit il les a vues quelque part, soit il sait que ça existe, soit il a entendu des récits, donc dans tous les cas, ça reste des choses que lui-même perçoit. Par ailleurs, j'ajoute que vous êtes dans le cadre d'une administration, j'allais dire, puissante et pléthorique, qui est l'amirauté, qui a été mis au point sous Colbert et qui a été réparti sur l'ensemble des grands ports de commerce français. Toutes les procédures de l'amirauté sont longues et contradictoires. Donc vous avez quand même la possibilité là d'un recueil de témoignages qui permettent de valider une certaine vérité, si vous voulez. Après, une affaire de justice est une affaire de justice, mais c'est quand même, vous pouvez en témoigner. On peut d'ailleurs vous tirer votre chapeau parce que les archives de l'amirauté sont pas nécessairement les plus séduisantes qui soient. C'est quand même effectivement de longues semaines, voire de longs mois pour établir la vérité et pour enfin arriver à une procédure qu'on peut juger correctement ficelée. Oui, notamment, c'est surtout que rares sont ces procédures qui vont à terme. Et c'est-à-dire que souvent, on n'a parfois qu'une dénonciation. Au pire, ça va jusqu'à la déposition. Mais il faut que ça aille encore plus loin, une étape supplémentaire pour qu'il y ait confrontation des témoins, recollement des témoignages. Et alors là, on voit des choses, d'un coup ils changent les heures, d'un coup ils se contredisent entre eux, puis après ils sont d'accord entre eux. C'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Cependant, on ne pourra jamais savoir la fiabilité. Je pense que même là, c'est pas franchement essentiel. Ça l'est, mais c'est pas le cœur du sujet. Mais oui, c'est particulier, la justice de l'amirauté, c'est assez compliqué. Mais je vous assure que ce sont des archives très séduisantes, elles sont très belles. En tout cas, elles sont très informatives, les archives des notaires. C'est très bien de vous y coller parce que c'est quand même un bon morceau. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'administration de l'amirauté s'arrange généralement pour qu'on n'aille pas jusqu'au procès. Oui. L'amirauté s'arrange pour qu'il y ait un accord amiable entre les différentes parties. C'est aussi pour ça que parfois dans vos archives, vous avez une interruption de procédure, c'est parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que les parties se mettent d'accord. Alors ça, par contre, ça relève de quelque chose qu'on a évidemment du mal à documenter, mais vous l'avez évoqué, dans le cadre d'une société portuaire très hiérarchisée, avec des gens qui dépendent des embarquements pour leur quittance, etc. Donc il y a tout un système qui se met en place. Et donc,
parfois il y a des arrangements, souvent il y a des arrangements qui se mettent en place et qui permettent effectivement d'éviter une procédure longue et coûteuse. C'est une forme de justice transactionnelle. Oui, il y a une forme de justice transactionnelle qui est privilégiée par l'amirauté pour la paix au sein de la cellule portuaire. Juste pour un élément bibliographique, Benoît Garneau s'exprime très bien là-dessus. Et l'infrajudiciaire et les parajudiciaires est très important. Et essentiel. Alors, peut-être pour conclure vite fait, une petite question de ma part. Tu as dit qu'il y avait donc 17 morts parmi 34 membres d'équipage, ce qui fait quand même 50% de pertes. Est-ce que tu as des statistiques concernant le nombre de morts et de malades un peu dans ce genre de navire? J'essaierai de revenir vers toi, Jules, si on a le temps. Alors, oui, j'en ai quelques-unes. En fait, il faut savoir que, ayant que 12 procédures criminelles, et ayant ces mêmes procédures criminelles leurs propres limites, je me suis intéressée, bien entendu, à d'autres sources de l'amirauté, notamment les rôles de bord. Et de ces rôles de bord, j'en ai lu 3923, desquels j'ai relevé de mémoire à peu près un peu plus de 450 morts, en mer et en terre confondus, plus souvent on meurt à la côte d'ailleurs, ainsi qu'à peu près 200 malades, un peu moins de 200 malades, ce qui représente une statistique de l'ordre de à peu près un peu plus de 4,5% de malades et un peu plus de 11,5% de morts. Et si ça vous intéresse, ça fait plus de 11 000 embarcations. Voilà. Mais oui, j'ai fait ces statistiques à partir des rôles de bord parce que j'aurais pu le faire à partir du nombre d'embarcations, mais simplement un mousse peut embarquer plusieurs fois, donc ça fausse un peu les statistiques. Simplement, pour chaque embarcation sur une moyenne de 3 mousses à bord, on voit à peu près la mortalité et les maladies. Ouais. Merci. De sacrées croisières. Jules ? Très rapidement, tu parlais des maladies à bord, et ça m'a suffi. Je pense qu'on parler de ça. Donc, quand vous avez une maladie, on les force à travailler et on les bat. Alors, pas nécessairement. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est du cas par cas. Il y a autant de... C'était la question de la contagion. Ah, la contagion. Est-ce que du coup, il y a une ostracisation qui se met en place et on peut compter comme une forme de violence aussi? Parce qu'ils sont enfermés à fond de cale, tout seul, en fait, Alors, justement, en fait, il faut comprendre que chaque type de navigation, c'est pas pareil. Là, on parle d'un navire négrier où les tensions et l'envie proposées même par l'environnement sont assez accrues. Il y a des formes de... Ouais, c'est un contexte favorable aux violences de base. Quant à cela, vous rajoutez un équipage qui croule les uns après les autres, je pense qu'il ne faut pas négliger la part de peur également. La part de peur et aussi à bord d'un navire, chaque membre d'équipage a son rôle, c'est très bien rodé, c'est extrêmement important et ne pas remplir sa tâche et mettre potentiellement en danger les autres aussi. Si l'un a décidé de mourir, peut-être que les autres n'ont pas envie de mourir non plus. Donc à un moment donné, il faut que ça aille vite, que ça soit clair et bien organisé. Simplement, un mousse ne va pas pallier pour un charpentier. Ils n'ont pas les mêmes compétences à bord. Donc oui, forcément, ça favorise la maladie. C'est un contexte supplémentaire qui favorise les violences. Et bien sûr, on les force à travailler jusqu'au bout parce qu'on en a besoin avant tout. C'est pas... Oui, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Et surtout que on peut après remplacer l'équipage et l'augmenter lorsqu'on arrive dans les comptoirs coloniaux. Simplement, quand vous êtes en plein milieu de la mer, vos hommes meurent, vous ne les remplacez pas. Il faut attendre d'être arrivé sur les côtes pour pouvoir les remplacer et relâcher un peu la pression. Mais non, c'est un contexte que... C'est principalement la pression qui favorise d'un tel voyage, qui favorise... et la faim sûrement, et un peu l'alcoolisme aussi, mais qui favorise les violences. Bon, plus de questions. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, merci. Merci Catel.